En apparence, un poste frontière ne raconte pas grand-chose. Des grilles, des portiques, des rails qui filent vers l'horizon. En réalité, c'est souvent là que se joue l'équilibre du commerce mondial. À minuit, dans la nuit du 11 au 12 septembre 2025, la Pologne a fermé l'ensemble de ses points de passage avec le Bélarus, routes et fret ferroviaire. Officiellement pour raison de sécurité, dans l'ombre des manœuvres russo-bélarusses Zapad 2025 et d'incursions de drones venus de l'Est, officieusement, c'est un stress test grandeur nature pour la plus ambitieuse dorsale commerciale de la Chine vers l'Europe. Et quand ce sas se verrouille, ce ne sont pas que des trains qui s'arrêtent, c'est une promesse de fiabilité qui vacille. La question est simple, mais les enjeux sont immenses. Comment la fermeture d'un seul couloir peut-elle faire dérailler une partie de la nouvelle route de la soie et contraindre Pékin à rebattre ses cartes logistiques? Sur le terrain, les chiffres parlent. En 2024, le corridor ferroviaire Chine-Europe a repris des couleurs après 2 années heurtées, avec 19 392 trains et plus de 2,07 millions de TEU chargés. Or, la porte d'entrée polonaise concentre l'essentiel des flux vers l'UE. Quand elle se referme, c'est tout un récit sur la rapidité et la prévisibilité qui se fissurent. Vous allez voir, la réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. À première vue, la Pologne n'est qu'un pays de 38 millions d'habitants coincé entre l'Allemagne et la Biélorussie. Mais depuis quelques années, Varsovie s'est taillé un rôle stratégique qui dépasse de loin sa taille. Le 9 septembre 2025, Donald Tusk, Premier ministre revenu aux affaires, annonce la fermeture totale des frontières ferroviaires et routières avec le Bélarus. Quelques heures plus tard, les grilles se ferment, les terminaux basculent en veille et les convois venus de Chine se retrouvent bloqués à l'est. Ce geste radical n'est pas un coup de tête, c'est la conclusion d'une séquence de tensions qui a vu s'enchaîner exercices militaires russo-biélorusses, Zapad 2025, drones franchissant l'espace aérien polonais et une pression migratoire de plus en plus instrumentalisée par Minsk. Dans ce climat, la sécurité nationale l'emporte sur la fluidité des flux. Varsovie rappelle au monde que sa frontière n'est pas un simple passage logistique, mais une ligne de souveraineté. Mais ce qui frappe, c'est la portée géopolitique de ce verrouillage. Car la Pologne n'agit pas seule. Bruxelles suit de près l'impact économique. L'OTAN parle désormais d'un mur anti-drone. Et les voisins baltes s'inquiètent d'une contagion des tensions. Ce n'est plus seulement un poste de douane, c'est un front de sécurité européenne. Détail souvent négligé, depuis 2013, Varsovie a investi massivement pour devenir le hub ferroviaire de l'Europe. Terminaux modernisés, entrepôts intermodaux, corridors financés en partie par l'Union européenne. En 2024, 89% des flux Chine-UE par rail entraient par la Pologne. Au premier semestre 2025, la proportion grimpait à 93%. Dit autrement, la Pologne n'est pas une option sur la carte eurasiatique, c'est la porte d'entrée. Et lorsqu'elle décide de fermer la serrure, Pékin et Bruxelles ressentent aussitôt le contre-coup. Côté chiffres, l'équation est vertigineuse. En 2024, le corridor Chine-Europe représentait plus de 19 000 trains, transportant 2 millions de conteneurs. La valeur des flux transitant par la Pologne dépassait 25 milliards d'euros. En quelques jours, cette manne s'est transformée en file de wagons immobilisés et en perte sèche pour les chargeurs. Les assureurs, eux, ont réagi immédiatement. Prime de risque en hausse, réévaluation des contrats de transport, marge rognée. Sur le terrain, la décision polonaise se traduit de manière tangible. À Kuźnica, Siemianówka ou Terespol, les postes ferroviaires sont à l'arrêt. Les barrières sont renforcées. Des kilomètres de clôtures neuves surgissent, bardées de capteurs et de caméras thermiques. Plus de 2,6 milliards de zloty ont déjà été investis pour transformer cette frontière en une zone quasi militaire. Dans les gares de triage de l'Est, les aiguilleurs racontent des nuits soudain silencieuses. Là où les convois cadencés rythmaient le temps, ce sont désormais les points lumineux des drones ennemis qui apparaissent sur les radars. Ce décor presque banal devient une scène symbolique. La logistique mondiale n'est jamais déconnectée de la géopolitique. Un rail n'est pas seulement une ligne d'acier, c'est un choix politique. Et la Pologne a montré que ce choix
pouvait redéfinir les équilibres. La décision s'inscrit aussi dans un contexte intérieur. Varsovie fait face à une opinion publique profondément marquée par la guerre en Ukraine et par la perception d'une menace hybride constante venue de l'Est. Les sondages montrent que près de 70% des Polonais soutiennent la fermeture de la frontière, préférant payer le prix économique plutôt que de subir une fragilisation sécuritaire. C'est cette cohésion nationale qui donne du poids à la décision, un peuple prêt à sacrifier la fluidité pour préserver son intégrité. À l'échelle européenne, la fermeture résonne comme un signal. Elle rappelle que les infrastructures soutenues par Bruxelles, parfois perçues comme purement économiques, peuvent se transformer en levier de puissance. La Commission parle de diversifier les routes, mais personne n'ignore que Varsovie détient une carte maîtresse. C'est ce paradoxe qui fascine. Un pays de taille moyenne capable de peser sur une initiative de plusieurs trillions de dollars portée par Pékin. Pour les logisticiens, la fermeture polonaise est un cauchemar. Retard, réacheminement coûteux, contrats rompus. Pour les stratèges, c'est une leçon de realpolitik. La géographie n'a pas disparu à l'ère du numérique. Elle dicte encore les rapports de force. Pour la population locale, enfin, c'est une bascule dans le quotidien. Les gares muettes, les camions détournés, et ce sentiment que l'Est polonais est redevenu une zone tampon, comme au temps de la guerre froide. En résumé, la Pologne a rappelé au monde que la souveraineté peut primer sur la globalisation. En verrouillant son sas, elle a rappelé que l'Europe de l'Est n'est pas qu'un couloir, mais un rempart. Et cette simple décision a suffi à ébranler la plus vaste initiative commerciale du XXIe siècle. Lorsqu'on parle de la fermeture polonaise, il serait réducteur de la voir comme une simple décision technique. Derrière le rideau de barbelés, c'est en réalité l'ombre de Minsk et de Moscou qui se dessine. Et cette ombre, depuis quelques années, se déploie non pas avec des chars ou des divisions blindées, mais avec des méthodes plus subtiles, ce qu'on appelle les armes grises. Le concept n'est pas nouveau, on le qualifie souvent de guerre hybride, une stratégie qui consiste à fragiliser un adversaire sans franchir le seuil d'un affrontement militaire direct. Or, depuis 2021, le Bélarus de Loukachenko en a fait sa spécialité. Migrants poussés volontairement vers la frontière polonaise, cyberattaques ciblant les administrations, incursions de drones à basse altitude, autant d'outils utilisés comme levier de déstabilisation. Concrètement, la mécanique est simple. Minsk délivre des visas touristiques à des migrants venus du Moyen-Orient ou d'Afrique, puis les conduit jusqu'aux abords de la frontière. Certains reçoivent des cartes, des pelles, parfois même des pinces pour sectionner les grillages. De leur côté, les gardes-frontières biélorusses ferment les yeux ou accompagnent discrètement les groupes. Résultat, Varsovie se retrouve confrontée à des milliers de personnes coincées dans les forêts glaciales, sans abri ni nourriture. Pour les ONG, c'est une catastrophe humanitaire. Pour le gouvernement polonais, c'est une attaque en règle, sans uniforme, mais avec un effet corrosif sur la stabilité nationale. Nuance importante, la Biélorussie n'agit pas seule. En arrière-plan, c'est bien la Russie qui orchestre la partition. Moscou a tout intérêt à voir l'Union européenne divisée, à tester la solidité du flanc oriental de l'OTAN et à forcer Varsovie à mobiliser des ressources considérables. Ce n'est pas un hasard si ces tensions coïncident avec les grandes manœuvres militaires Zapad 2025. 10 000 soldats russes et biélorusses déployés, des simulations de frappes nucléaires et surtout une succession d'incidents calibrés pour maintenir une pression constante. Pour mémoire, déjà en 2021, cette stratégie avait atteint un pic, contraignant la Pologne à déclarer l'état d'urgence dans certaines régions frontalières. Les habitants se souviennent encore des nuits marquées par les sirènes et des journées où les routes locales étaient saturées de camions militaires. Aujourd'hui, l'histoire semble se répéter, mais avec une intensité accrue. Le volet aérien illustre bien cette escalade. Début septembre 2025, 19 drones franchissent l'espace polonais, certains abattus par la défense antiaérienne, d'autres captés par les radars puis disparus. Officiellement, Moscou parle d'incidents techniques.
Mais personne n'est dupe. Il s'agit de tester les temps de réaction, de sonder les failles et de rappeler que la frontière n'est pas un mur impénétrable. Pour Pékin, observateur silencieux de ces provocations, chaque drone qui survole la Pologne équivaut à un retard supplémentaire pour ses trains de marchandises. Au-delà du militaire, le cyberespace est devenu un autre champ de bataille. Selon le ministère polonais du numérique, entre 20 et 50 tentatives d'attaque informatique ciblant des infrastructures critiques sont recensées chaque jour. Hôpitaux paralysés, systèmes de réservation ferroviaire perturbés, réseaux municipaux bloqués, la liste s'allonge. Ces attaques, difficiles à attribuer publiquement, portent presque toujours la signature de groupes liés à Moscou. Le message est clair, la Russie et son allié biélorusse peuvent frapper à tout moment sans avoir besoin de franchir la frontière. Ce qui est frappant, c'est la continuité historique. Durant la guerre froide, les convois ferroviaires soviétiques traversaient déjà l'Europe de l'Est, sous surveillance militaire étroite. Aujourd'hui, les rails servent le commerce chinois, mais la logique reste la même. Qui contrôle le passage, contrôle le flux. Varsovie, en fermant ses portes, inverse le rapport de force. Ce n'est plus Moscou qui dicte le rythme, c'est la Pologne qui impose le silence. Mais à quel prix ? Pour les entreprises européennes qui dépendent de composants importés de Chine, ces perturbations se traduisent par des délais supplémentaires, des stocks tampons à constituer et des coûts qui s'accumulent. Pour Pékin, chaque blocage réduit un peu plus la crédibilité de son initiative des nouvelles routes de la soie. Pour Moscou, en revanche, le calcul est simple. Tant que l'Occident est distrait par ces crises périphériques, la pression sur l'Ukraine se desserre légèrement. Anecdote révélatrice, un logisticien basé à Hambourg racontait récemment qu'il avait dû réacheminer des conteneurs via Klaipėda, en Lituanie, rallongeant le trajet de 5 jours et augmentant la facture de 40%. C'est comme si on jouait une partie d'échecs, où chaque pion déplacé par Minsk ou Moscou me coûte un client, expliquait-il. Derrière la grande géopolitique, ce sont donc des réalités très concrètes, des chaînes de production ralenties, des supermarchés moins fournis, des prix qui grimpent discrètement. Il y a enfin une dimension psychologique, en forçant la Pologne à militariser ses frontières, en rappelant aux citoyens que les menaces hybrides ne connaissent pas de trêve, Minsk et Moscou cultivent une atmosphère de tension permanente. Et dans ce climat, la décision de Varsovie de fermer le sas apparaît moins comme une réaction improvisée que comme une réponse inévitable. En filigrane, la Chine se retrouve piégée. D'un côté, elle se veut alliée de Moscou, proclamant une amitié sans limite. De l'autre, elle dépend d'un couloir logistique aujourd'hui miné par les jeux de pouvoir russo-biélorusses. C'est tout le paradoxe de cette alliance, un partenaire censé sécuriser le transit, mais qui le fragilise par ses propres stratégies de harcèlement. Ce blocage n'est pas qu'une crise frontalière, c'est un rappel brutal que, dans le monde actuel, les infrastructures commerciales sont des cibles comme les autres. Les rails ne sont pas neutres, ils portent la mémoire des conflits passés et les calculs des affrontements présents. Et lorsque Varsovie claque la porte, c'est toute une décennie d'illusions de stabilité qui s'effrite. Depuis plus d'une décennie, Pékin raconte la même histoire, celle d'une nouvelle route de la soie, moderne, rapide, propre et surtout fiable. En 2013, lorsque Xi Jinping lance l'initiative Belt and Road, l'idée est simple mais ambitieuse. Relier les usines chinoises aux marchés européens par un réseau ferroviaire qui coupe les lenteurs de la mer et les coûts de l'air. À l'époque, cela sonnait comme une révolution logistique. Les chiffres semblaient donner raison à ce pari. En 2024, le corridor eurasiatique affichait 19 392 trains opérés, transportant plus de 2,07 millions de conteneurs. Une progression de près de 10% par rapport à l'année précédente. Pour Pékin, c'était un signe encourageant. Après 2 ans de ralentissement dû à la guerre en Ukraine et aux crises sanitaires, le rail redevenait compétitif. Mais cette promesse repose sur un détail trop souvent oublié. Presque 9 trains sur 10 qui entrent dans l'Union européenne passent par un seul goulot, à savoir la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. C'est comme construire une autoroute à 8 voies et la faire déboucher sur un seul péage.
Tant que la barrière reste levée, la circulation est fluide. Mais dès qu'elle s'abaisse, tout le trafic s'effondre. Pour les logisticiens, le rail offrait jusqu'ici un compromis idéal. 12 à 15 jours entre Shanghai et Duisbourg, contre 30 à 45 jours par bateau. Moins cher que l'avion, plus rapide que la mer et surtout plus vert. Les promoteurs chinois n'hésitaient pas à mettre en avant une réduction des émissions de CO2 par rapport aux alternatives. Dit autrement, la route de la soie terrestre cochait toutes les cases du XXIe siècle. Rapidité, économie, durabilité. Sauf que cette belle équation repose sur un paramètre fragile, la stabilité géopolitique. Et c'est précisément ce que la fermeture polonaise vient de pulvériser. Du point de vue des importateurs européens, la valeur ajoutée du rail n'était pas seulement le gain de temps, c'était la prévisibilité. Savoir qu'un conteneur expédié le lundi à Wuhan pouvait être déchargé le vendredi suivant à Duisbourg, sans surprise. Cette régularité valait de l'or dans des chaînes d'approvisionnement tendues où un module manquant peut bloquer une ligne d'assemblage entière. Prenons 3 exemples concrets. L'automobile et les batteries. Un carter ou un pack de cellules lithium-ion expédié par rail garantissait la continuité d'une ligne de production en Allemagne. Quand le corridor s'arrête, c'est toute une usine qui ralentit, avec des centaines d'ouvriers au chômage technique. L'électronique. Carte mère, capteurs, petits composants à forte rotation, ils se prêtaient idéalement au rail. Bloqués à Brest ou à Terespol, ils obligent les entreprises à basculer vers le maritime, rallongeant les délais de 2 à 4 semaines. L'agroalimentaire transformé, certains acteurs testaient l'expédition de fruits, viandes ou produits laitiers via le rail, profitant de wagons réfrigérés. Or, chaque détour ou retard fragilise la chaîne de froid. Résultat, beaucoup abandonnent ces essais jugés trop risqués. Le constat est brutal, la Chine perd son argument phare. Non pas la vitesse en elle-même, mais la fiabilité. Une route censée représenter une couture solide entre 2 continents apparaît désormais comme une couture fragile, prête à craquer à la moindre secousse. Un transitaire d'Europe centrale résumait récemment « Le corridor eurasiatique n'est pas une route, c'est une cicatrice. Tant que la frontière PLBY reste ouverte, elle tient, mais si elle se ferme, tout s'ouvre et rien ne tient. » Cette phrase illustre parfaitement le dilemme chinois. Comment vanter la robustesse d'un système qui dépend d'un seul verrou contrôlé par un pays tiers? Ajoutons une dimension climatique. Pékin mettait en avant le rail comme un choix plus vert. En théorie, c'était vrai. Moins d'émissions qu'un avion et, dans certains cas, un meilleur bilan carbone qu'un détour maritime par le cap de Bonne-Espérance. Mais si chaque blocage oblige les clients à repasser par la mer ou l'air, alors le gain écologique disparaît. Dans une Europe obsédée par la transition verte, cette perte de crédibilité pèse lourd. Le plus ironique dans cette affaire, c'est que Pékin avait vendu la route de la soie comme un outil de dérisquage face aux aléas maritimes, piraterie, goulot d'étranglement du canal de Suez, congestion des ports. Aujourd'hui, c'est le rail lui-même qui devient la source du risque. La logique se retourne. Ce qui devait sécuriser les flux devient un facteur d'incertitude supplémentaire. Côté communication, la Chine reste silencieuse. Les médias officiels évoquent des ajustements temporaires et la recherche de solutions alternatives. Mais dans les bureaux des transitaires et des grandes entreprises exportatrices, le malaise est palpable. Car ce blocage tombe à un moment délicat. Croissance économique en berne, tensions commerciales avec Washington et pression politique en Asie. Chaque milliard perdu en Europe fragilise un peu plus le récit du rêve chinois. L'autre problème, plus discret mais tout aussi sérieux, c'est la confiance. L'Union européenne importe chaque année plus de 550 milliards d'euros de produits chinois. Le rail ne représente que 5% des volumes, mais il transporte le cœur stratégique, technologie, pièces automobiles, équipements médicaux. Si ces flux deviennent instables, les clients européens pourraient chercher à diversifier. Déjà, certains distributeurs explorent des options locales ou transatlantiques. Si la tendance s'accélère, c'est un marché entier qui pourrait s'effriter.
En résumé, la Chine se retrouve face à un paradoxe cruel. Elle a investi des centaines de milliards dans des infrastructures, vendu au monde l'image d'une route fiable et écologique. Et pourtant, tout cela peut être réduit à néant par la décision souveraine d'un pays de taille moyenne comme la Pologne. C'est la démonstration que dans un monde interdépendant, la puissance économique ne suffit pas à neutraliser les réalités géopolitiques. Maintenant qu'on a vu comment Varsovie a verrouillé son sas et comment Moscou et Minsk ont alimenté les tensions, il faut regarder ce qui se passe une fois le choc encaissé. Parce que dans le monde de la logistique, rien n'est jamais totalement figé. Quand une porte se ferme, les acteurs cherchent aussitôt une fenêtre, même si elle coûte plus cher ou demande plus de temps. Sur le papier, 3 scénarios se dessinent. Premier scénario, le rétablissement conditionnel. C'est l'hypothèse la plus simple. Si la pression militaire et migratoire se calme, Varsovie pourrait rouvrir partiellement ses terminaux. Mais la confiance ne reviendrait pas d'un claquement de doigts. Même avec un redémarrage, les contrôles resteraient renforcés, les assurances plus chères et les chargeurs plus méfiants. Dit autrement, la route pourrait repartir, mais jamais au prix initial. La fermeture de septembre 2025 a laissé une trace. Désormais, chaque client comptera une prime de risque dans ses calculs. Deuxième scénario, le contournement sud. C'est la grande alternative que Pékin explore depuis plusieurs années. Passer par l'Asie centrale, le Caucase, la Turquie, pour éviter Russie et Biélorussie. Ce corridor médian est séduisant sur le papier. Il relie la Chine au Kazakhstan, puis traverse la mer Caspienne, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie avant d'atteindre l'Europe. Mais nuance importante, il demande des investissements colossaux. Standardiser les rails, fluidifier les douanes, moderniser les ports de la Caspienne, harmoniser les régimes fiscaux, autant de chantiers qui prennent des années. Côté chiffres, rappelons qu'au premier semestre 2025, plus de 93% des flux ferroviaires Chine-Europe passaient par la Pologne. Cela montre à quel point le basculement vers le sud serait lent et laborieux. Troisième scénario, la fragmentation durable. C'est celui qui semble se dessiner dès maintenant. Les chargeurs n'attendent pas que Pékin ou Bruxelles trouvent une grande solution, ils diversifient déjà. Retour au maritime pour la masse, avions pour l'urgent, stockage tampon pour réduire l'incertitude. Certains secteurs explorent même des relocalisations partielles en Europe centrale ou en Méditerranée, non pas par conviction, mais par contrainte. La leçon de septembre 2025, c'est que la tolérance au risque s'est effondrée. Petit détour par les ports. La mer n'est pas un havre de paix, mais elle absorbe l'essentiel du flux dévié. Le Pirée en Grèce a déjà franchi le cap des 5,5 millions de VP en 2025, tandis que Rotterdam, Anvers, Bruges et Trieste voient leurs quais saturés par des conteneurs initialement destinés au rail. Or, la mer connaît elle aussi ses propres vulnérabilités. Attaques en mer Rouge, congestion chronique, aléas climatiques. Certaines compagnies n'hésitent plus à contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, rallongeant les trajets de 10 jours. Résultat, des coûts de fret qui flambent et une incertitude qui perdure. En parallèle, l'Europe politise de plus en plus son flanc est. Les drones interceptés au-dessus de la Pologne début septembre ont accéléré un débat qui semblait encore théorique quelques mois plus tôt. Bruxelles parle désormais ouvertement de zones d'exclusion aérienne anti-drone et d'investissement dans le brouillage électronique. Accessoirement, cela a un impact direct sur la logistique. Certaines zones frontalières deviennent interdites de survol ou de transit, compliquant encore davantage les schémas ferroviaires. Un exemple parlant, un transitaire basé à Lyon explique qu'il a dû redessiner tout son calendrier de livraison pour des pièces automobiles destinées à l'Allemagne. Nous avons perdu 12 jours et 70 000 € sur une série de conteneurs qui, normalement, auraient dû transiter par Terespol. C'est comme si l'on m'avait imposé une déviation de 500 km au quotidien. Ces coûts, cumulés à grande échelle, redessinent la carte des échanges. Pour les pays européens, cette crise est un électrochoc. Elle rappelle que la logistique n'est pas un simple flux invisible, mais un langage politique.
Chaque conteneur qui s'arrête raconte une histoire de souveraineté, chaque déviation traduit une décision stratégique. En ce sens, la fermeture polonaise agit comme un révélateur. Elle a montré que l'Europe dépendait trop d'un seul corridor et que cette dépendance pouvait être utilisée comme arme. Côté chinois, le dilemme est cruel. Pékin doit choisir entre deux stratégies. Soit continuer à miser sur un corridor instable et espérer un apaisement, soit investir massivement dans des alternatives qui coûteront du temps et de l'argent. Dans les deux cas, la crédibilité du projet Belt and Road en sort fragilisée. Car une route censée incarner la stabilité ne peut pas se permettre d'être perçue comme fragile. Enfin, il faut souligner la dimension psychologique. Pour beaucoup d'industriels européens, septembre 2025 restera comme une date repère, un moment de rupture. Non pas parce que les trains se sont arrêtés quelques semaines, mais parce que la certitude de leur continuité a disparu. C'est cette perte de confiance, plus encore que les milliards perdus, qui risque de remodeler durablement les chaînes d'approvisionnement. Au final, ce n'était pas seulement une bataille douanière, c'est une recomposition silencieuse entre sécurité, commerce et crédibilité. La Pologne a rappelé que la ligne verte sur une carte, celle qui marque l'entrée dans l'UE, peut paralyser des conteneurs à des milliers de kilomètres. La Chine découvre que sa route de la soie terrestre est un chemin politique avant d'être un itinéraire logistique. L'Europe mesure qu'un sas est aussi une arme, non pour blesser, mais pour définir le rythme des échanges. Plus qu'un simple incident, septembre 2025 est un tournant. Pékin va-t-il assumer le coût financier et diplomatique d'une diversification lourde hors Russie-Bélarus ou pariera-t-il sur un apaisement intermittent pour sauver les marges? Et vous, à votre échelle, où placeriez-vous le curseur entre vitesse et robustesse? Dites-nous en commentaire, la Chine doit-elle prioriser la diversification au sud ou miser sur un apaisement du couloir PL-BY?